Bonjour, bonsoir à tous déjà pour cette présentation. Moi, je suis ingénieur d'Itamacondas-Rodel, donc ingénieur mécatronique. Je vais vous faire aussi une présentation que j'ai prévue qui rentre en cadre direct avec ce que l'ingénieur Marco venait de dire tout de suite. Juste partager mon écran. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran, s'il vous plaît? Oui. OK. Oui. Super, merci. Donc, en effet, je suis ingénieur en mécatronique. Comme je disais, la mécatronique, aujourd'hui, c'est carrément de l'industrie purement parlant. Dans la mécatronique, on a plusieurs domaines. La mécatronique, en vrai, c'est une discipline qui est interdisciplinaire qui provient de plusieurs disciplines comme l'électronique, la mécanique, l'électricité, l'automatique. C'est ça qui concorde de la mécatronique, que je pourrais vous présenter, par exemple. Voilà, en tant que mécatronicien, nous, en tant qu'ingénieur mécatronicien, on est censé avoir de diverses connaissances. C'est différent avec, par exemple, l'ingénieur en système embarqué, Marco. Lui, il est plus spécialisé en tant qu'ingénieur en système embarqué. Mais nous, dans notre domaine, en tant qu'ingénieur mécatronicien, on a plusieurs panoplies de formation, plusieurs connaissances que nous devons en avoir parce que nous, on est là dans la conception du produit totalement. Et dans notre conception du produit totalement dans l'industrie, on touche des parties telles que des parties qui concernent purement les ingénieurs en système embarqué, comme de l'électronique, faire de la conception des cartes électroniques ou bien du soft dans le cadre du développement des firmware ou bien des logiciels de haut niveau. Donc ça, c'est dans cette approche-là. Et on a une autre approche aussi différente, par exemple, dans le cadre mécanique que vous pouvez constater. Aujourd'hui, il y a aussi des ingénieurs qui font que de la mécanique. Donc, on appelle ingénieur mécanicien. Et nous aussi, on fait de la mécanique, mais on est ingénieur mécatronicien. Et quand je parle de la mécanique, il y en a plusieurs. C'est la conception des pièces mécaniques, c'est la conception d'une machine spéciale. Donc, dans cette machine spéciale, il y a plusieurs assemblages des pièces mécaniques. Et voilà, après, il y a aussi le côté électrique. Dans le côté électrique, moi, je parlerai plus de l'électronique de puissance, dans le cas de contrôle-commande aussi, un peu dans ce processus-là. Donc, c'est ça qui fait de la mécatronique. On touche aussi en parlant pour le dernier point qui est le computer science. Donc, ça, c'est de l'informatique. Aujourd'hui, on sait que l'informatique ne se limite pas comme on nous a présenté au Congo, par exemple, qui a utilisé le PC. Non, l'informatique en avance. Dans l'informatique, on peut aussi contrôler des données en passant par le cloud et toutes ces informations-là, c'est ce qui regorge la mécatronique. Voilà, en parlant de mon parcours. Moi, en parlant de mon parcours, je suis diplômé en Bac D, donc obtenu au lycée Chaminade, donc à Brazzaville. Ensuite, j'ai poursuivi mes études pour une formation de 3 ans pour obtenir le diplôme de licence en électrotechnie électronique de puissance à l'UNESP. Et après cette expérience-là, j'ai poursuivi encore mes études en tant que ingénieur aussi en obtenant le diplôme de licence en électronique énergie électroautomatique à l'usine. C'est une école que vous pourrez encore tomber dessus à travers mon confrère qui est là, Josué, qui est aussi dans la même école. Après cette expérience académique-là, j'ai poursuivi mes études pour obtenir un diplôme de 2 ans en master mécatronique, faisant de moi aujourd'hui ingénieur mécatronique dans l'industrie. En parlant de mes expériences professionnelles, j'ai présenté les 5 expériences. Donc, d'où la première expérience, je parlerai en tant que stagiaire ingénieur en mécatronique dans une entreprise Mécatronique Solutions 4.0. C'est une entreprise qui est dans le domaine des fabrications de machines industrielles parce que dans cette entreprise-là, il faisait de la réparation. Maintenant, c'est la réparation des électrobranches. Des électrobranches, c'est des machines-outils plus utilisés dans les industries manufacturières. Pourquoi? Parce que les électrobranches sont comme des moteurs, c'est carrément des moteurs, mais à des grandes fréquences, à des grandes vitesses, et ils sont plus utilisés dans ces industries-là. Et après cette expérience-là, j'ai encore une autre expérience ingénieur en système embarqué. Vous pouvez constater que j'ai fait de la mécatronique, mais j'ai fait un stage de fin d'études en tant qu'ingénieur en système embarqué. C'est là
répond à la thématique qui était posée, dans le sens où pourquoi métatronique, pourquoi il y a de l'électronique, il y a de la mécanique. Et voilà, nous, en tant que métatronicien, aujourd'hui, je peux travailler dans ces domaines-là. La différence aujourd'hui avec celui qui est spécialisé, celui qui est dans la métatronique, comme disait Marco tout à l'heure, ça reprendra plus à la compétence à des compétences pures. Parce que nous, aujourd'hui, le fait de pouvoir tout faire, parfois on n'arrive pas à tout maîtriser, mais on a des connaissances dessus. C'est ça la différence. Voilà, donc, en tant qu'ingénieur en système embarqué à Rêve Mobility, c'est une entreprise en automobile. Et durant cette expérience-là, moi, j'ai intégré, c'était un stage de fin d'études, j'ai eu à développer une carte électronique qui a accompagné un écran qui a fait de l'IHF qui ont été intégrés dans les véhicules. Pourquoi je parle dans les véhicules? Rêve Mobility, lui, c'est une entreprise qui fait de du rétrofit des véhicules. Rétrofiter véhicules, ça veut dire tu prends un véhicule thermique dans les véhicules par exemple, des véhicules au Congo qui ont des moteurs diesel et autres, on les enlève, on passe par un moteur électrique, on accompagne du batterie. Et moi, quand j'ai intégré pour un stage de fin d'études, il fallait changer le tableau de bord. Donc, changer la présentation des anciens écrans de 1900 là, pour intégrer un écran avec le système tactile tout en ayant une nouvelle interface plus parlante. Voilà, donc c'était ça l'expérience. Ensuite, j'ai rebondi sur encore un autre poste en tant qu'ingénieur en support à système embarqué. Ça, c'était dans la même ville que Marco. Voilà, en tant que support à système embarqué, cette entreprise, il est dans l'énergie. Donc, il fait des radiateurs électriques intelligents, concepteur des radiateurs électriques intelligents. Vous voyez, à l'intelligence, dans l'intelligence, on a de l'IoT dans le domaine visé, c'était plus l'IoT parce que le radiateur intelligent communiqué à distance faisait remonter les données vers le cloud de l'entreprise. Donc, dans cette expérience, moi, j'ai fait de l'amélioration continue, que je pourrais dire plus tard, l'amélioration continue et des bancs de test, parce qu'il y avait des bancs de test pour pouvoir tester des cartes, parce que le produit était déjà existant. Je n'ai pas participé au développement du produit, mais le projet était existant, il fallait faire de l'amélioration continue. Donc, de l'amélioration continue, logiciellement parlant, il faut avoir des connaissances et des compétences sur le fait de pouvoir coder, donc coder en C# et en Python. Et du coup, en parlant aussi des firmware, donc faire du C embarqué en utilisant la puce STM32 et le SP32. Voilà, après ces trois expériences, j'ai rebondi sur une autre expérience en tant que chef de projet métatronique. Et dans cette expérience, elle m'a ouvert clairement les autres. Pourquoi? Parce que de base, nous, en tant qu'ingénieurs, on est plus focalisé que sur la technique. C'est ça l'avantage d'un ingénieur. Oui, on est plus focalisé sur la technique. On oublie certains points de base. Mais aujourd'hui, en tant que chef de projet mécatronique, je sais que non seulement j'ai la technique, mais j'ai de la gestion et management du projet. Et donc, je vois le roadmap du projet. Je sais que le projet doit passer par où, quelles sont les contraintes, pourquoi éviter les contraintes. Surtout, j'ai développé aussi certaines compétences qui m'ont permis, ça vous aidera tous, qui m'ont permis de pouvoir faire ce côté ma gestion où gérer le projet avec des personnes extérieures comme des fournisseurs, comme ceux qui travaillent en amont du projet. Quand nous on les appelle les sous-traitants. Donc nous on sous-traite deux fois sur certaines tâches. Et voilà, donc dans ce cadre-là, je suis clairement le conducteur du projet. J'arrive à voir comment se procède le projet, quels sont les avancements. Or, en tant qu'ingénieur, dans les expériences que j'ai eues à passer avant, j'avais pas ce côté-là. Donc, en étant chef de projet, on a ça un peu le roadmap grandisse, et tellement que ça grandisse, ça permet ensuite de voir quels sont les roulages du projet, quelles sont les problématiques et qui peuvent intervenir. Dans les deux expériences, vous pouvez constater que c'est en tant que chef de projet mécatronique et on se joue aussi en tant que chef de projet mécatronique dans une autre entreprise. Lui, cette entreprise-là, lui, il est dans le milieu aquatique. En parlant des fonctions, donc comme j'ai eu à parler déjà tout à l'heure des fonctions, on a lancé, c'était une amélioration continue à Novasis, où j'étais chef de projet, donc gestion et management des projets industriels. C'est des projets à des grands coûts, hein, par exemple, un des projets d'un client, je travaille avec des clients étrangers, donc des clients étrangers, c'est de l'Europe de l'Est, par exemple des Tchèques. Les Tchèques, ils ne se communiquent pas en français, d'où Marco venait de dire tout à l'heure que l'anglais, c'est pas une option
recommandation, mais c'est une obligation. Donc, l'obligation, c'est de pouvoir communiquer, tenir des calls, des réunions, aller sur place, parce que j'ai fait des déplacements sur place pour pouvoir mettre en place des machines dans l'industrie. Dans ce contexte-là, donc, il faut avoir cette connaissance, cette compétence en utilisant tout le temps la langue avec des vidéos sur YouTube et autres pour pouvoir améliorer la langue. Parce que c'est une langue industrielle et une langue d'entreprise qui est très importante. Voilà, donc à travers la connaissance de l'anglais, ça m'a permis de pouvoir représenter ce poste de chef de projet, de pouvoir représenter plusieurs tâches parce que 75% de mes clients, parce que j'ai travaillé avec plusieurs clients, étaient des anglophones. Ensuite, à Biomé, c'est une entreprise dans le milieu aquatique, comme je disais. Je suis dans un projet où il y a de la vision industrielle avec l'utilisation de pouvoir détecter des organismes vivants dans l'eau à travers des caméras, faire remonter des données, savoir quelle est l'espèce, est-ce qu'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle, ou est-ce qu'il s'agit d'un couple entre avec des crevettes. En parlant des domaines, donc comme je disais, aujourd'hui, moi, j'ai travaillé sur plusieurs domaines. Donc, l'IoT comme l'IoT que l'ingénieur Marco venait de présenter, que je vais plus présenter. Voilà, donc c'est l'IoT, je l'ai fait à travers 2 de mes expériences parce que il y avait de l'amélioration continue et autres, des données au niveau de lancer. Ensuite, j'ai travaillé sur l'automatisation des systèmes industriels. L'automatisation des systèmes industriels, c'est par rapport à l'expérience en tant que chef de projet à Novasis. Pourquoi? Parce qu'à Novasis, on développait des machines industrielles, donc des machines spéciales. Par exemple, dans le cadre des machines spéciales, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, par exemple, des convoyeurs. Dans les process, c'est des process. On a des convoyeurs, on a des, comment on appelle ça? On a des systèmes de déplacement linéaire, donc par exemple des vérins linéaires qui déplacent des objets, qui peuvent permettre à ce que l'objet quitte du point A pour se retrouver au point B, après avec un système rotatif pour pouvoir se retrouver au point C. Donc nous, c'est ça l'industrie, dans l'automatisation des systèmes industriels où vous pouvez constater, je vous ai mis quelques images, par exemple là, vous voyez constater, il y a un vérin, il y a un système qui permet de pouvoir voir la pression qui est fournie à travers des tubes, ces tubes pneumatiques, donc c'est de l'air qui circule et tout. Et ça, c'est un actionneur. Donc, avant cet actionneur, on a des distributeurs tout en bas qui permettent de pouvoir dispatcher cet air-là. Donc là, par exemple, ça, c'est carrément des distributeurs qui sont là, et à travers ce système-là, vous pouvez toujours constater qu'il y a toujours des présences des caméras, plutôt toujours des présences des capteurs. Les capteurs sont des entrées des systèmes, comme je pense que Marco aussi a dû parler des capteurs. Voilà, donc les capteurs sont toujours les entrées du système. On ne peut pas faire un système sans toucher des capteurs. Donc, les capteurs sont les bases. Et aujourd'hui, on a plusieurs types de capteurs dont je parlerai plus tard. Plusieurs types des entrées système dont je parlerai plus tard, mais qui sont des capteurs. Voilà, donc dans ce système-là, on a des entrées système qui sont des capteurs, on a des préactionneurs qui permettent de pouvoir contrôler des actionneurs qui sont là, des vérins et autres. Et on a aussi tous ces éléments mécaniques que vous pouvez constater. Vous pouvez voir des éléments mécaniques. Là, par exemple, ça, c'est l'élément mécanique, mais il y a de l'électricité. Donc, là, il y a des câbles qui circulent par là. Et vous pouvez voir, là, ça représente comme si j'avais une armoire électrique où j'ai des boulots. Et dans le cadre de la vision industrielle, oui, je venais de vous parler de la vision industrielle. Dans un projet où j'ai de la caméra qui permet de pouvoir analyser. Donc, la caméra prend une photo, il m'envoie la photo. Ensuite, à partir de cette photo, on applique l'IA qui permet de pouvoir faire du traitement de l'image de la photo et faire intervenir plusieurs algorithmes de l'IA. Donc, par exemple, Mobile Unit. En parlant encore de la vision industrielle, moi, par exemple, à Novasis aussi, j'ai touché la vision industrielle parce que j'avais un client qui devait présenter, qui voulait me faire une machine, on devait mettre la caméra tout en haut et que la machine a été faite, voilà, en touchant de la vision industrielle parce qu'il y avait une caméra et la caméra permettait de savoir où se trouve, par exemple, l'insert. L'insert était dans un bocal.
En parlant des réalités, les réalités dans ce métier en tant qu'ingénieur mécatronicien, moi aujourd'hui, je dirais que c'est un travail multidisciplinaire et complexe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la mécatronique couvre plusieurs domaines. Aujourd'hui, je conseille à tout le monde de faire de la mécatronique pour ceux qui veulent avoir des connaissances diverses, c'est-à-dire être informaticien à un moment donné, être électricien à un moment donné, faire du DevOps. Donc, avec la gestion des interfaces, projets comme des GitLab, Jira, ou ce qui permet de pouvoir uploader les connaissances dessus. Donc, et surtout, favoriser les expériences, favoriser la personne qui va pouvoir être devant vous et de comprendre ce que vous savez faire. C'est très important, le travail en tant qu'ingénieur mécatronicien dans un travail multidisciplinaire. Ensuite, cela nécessite aussi beaucoup d'adaptation constante. Moi, aujourd'hui, j'ai eu plusieurs fois, je dis, dans ma carrière, ma jeune carrière que j'ai en tant qu'ingénieur, j'ai eu l'impression de pouvoir tout toucher, de pouvoir m'adapter dans plusieurs sens. Par exemple, je quitte d'un monde embarqué où je faisais que carte électronique, programmation, je me retrouve dans un autre projet où quand j'arrive, j'ai 2 semaines à pouvoir monter en compétence à la conception des pièces mécaniques, c'est-à-dire en passant en utilisant Top Solid. Top Solid, c'est pas comme SolidWorks qui se trouve, dont on a des licences étudiantes ou parfois on a des licences traquées, qui a été traqué. Par exemple, Top Solid, c'est vraiment, il faut avoir c'est une licence que entreprise. Et tu arrives, tu n'as jamais utilisé cette interface-là, il faut pouvoir t'adapter au quotidien. Donc, tu arrives, tu rentres dans le bain et tu as des projets qui t'attendent. Et voilà, ils ne sont pas là pour t'attendre, mais ils sont là pour que tu montes en compétence, pour que tu ailles plus vite, pouvoir répondre aux besoins des clients. Voilà, donc une adaptation constante. L'importance du terrain, comme disait Marco, j'ai vu une ligne où elle disait il ne faut pas que se limiter de la théorie, mais il faut allier la théorie à la pratique, exactement. Donc, l'importance du terrain. Aujourd'hui, par exemple, comme je disais, un de mes confrères qui n'est pas là aujourd'hui, je disais, nous aujourd'hui, en tant qu'étudiants, parfois, au début, on se dit on est étudiant ingénieur, mais en tant qu'étudiant ingénieur, on n'a jamais acheté même un livre, on n'a jamais acheté par exemple, moi aujourd'hui j'ai une imprimante 3D, mais l'imprimante 3D, c'est quand j'ai commencé mes études, j'avais pas cette mentalité-là en fait. C'est ça qui différencie nos mentalités congolaises à des mentalités aujourd'hui, je peux dire occidentales. Aujourd'hui, on constatera que par exemple par rapport aux étudiants qui arrivent, des stagiaires, je pourrais voir qu'un stagiaire, tu peux lui demander mais comment tu fais? Je dis non, à part ce que je fais à l'école, j'ai au moins une Fab Lab chez moi qui me permet de pouvoir monter en compétence, faire des petits projets comme des projets Arduino. Aujourd'hui, on peut demander, Arduino, c'est pas tout le monde qui le connaît au Congo, mais c'est une petite app qui permet déjà de faire de la domotique. Et cette domotique-là est très importante. Ça permet, je peux dire, c'est les mêmes principes améliorés. Mais quand on travaille dessus, ça permet de pouvoir monter en compétence. Et nous, aujourd'hui, des fois, on a peur on n'a pas eu cette vision-là et souvent, on a peur de se lancer aussi. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'important du terrain est très important. Mais on peut commencer par des petites choses et pour monter, aller faire des grandes choses. Donc, c'est dans ce cadre-là, je parlerai de ce point important du terrain et du concret. L'apprentissage continu, oui, moi, l'apprentissage continu, c'est toujours en permanence. Aujourd'hui, tomber sur des projets où, moi, je suis déjà quelqu'un je me dis tous les jours, c'est que si je travaille sur un truc que je connais, j'apprends très peu. Pourquoi je dis très peu? Parce que on apprend tous les jours. Il y a toujours des contraintes. Si on est dans un métier où il y a tout le temps des contraintes. Le métier d'ingénieur, c'est pas un métier à trajectoire linéaire. Non. On a des courbures dans différents points. Par exemple, il peut arriver que tu peux passer 2 semaines de ton temps au boulot. Tu n'as pas pu mettre en place un système parce que le système bug, le système a des problèmes. C'est un métier très aléatoire. Ces contraintes-là, moi, j'appelle les contraintes comme des opportunités. Pourquoi j'appelle ça comme des opportunités? Les contraintes m'ont permis de devenir l'ingénieur que je suis. Parce que dès qu'il y a une contrainte, ça me permet de pouvoir résoudre ce problème-là. Et une fois que j'ai résolu ce problème, plus tard, pour moi, ça fait une expérience. Et moi, quand je dis souvent les ingénieurs qui ont de l'expérience, c'est des ingénieurs qui ont rencontré plusieurs contraintes dans leur carrière et qui ont mis des solutions adaptées par rapport à ce type de contraintes. Et voilà comment moi, je qualifie le métier d'ingénieur.
L'autonomie, en parlant d'autonomie et la prise d'initiative, l'autonomie, c'est déjà, moi, je conseillerais à tout un peuple aujourd'hui, avant d'avoir cette faculté à pouvoir travailler en équipe, il faut être beaucoup autonome parce qu'en étant autonome, cela te permettrait de pouvoir développer des compétences, des qualités personnelles, c'est-à-dire te concernant avant de pouvoir s'intégrer au sein d'une équipe. C'est bien, le travail en équipe, c'est très bien, mais le travail d'abord autonome, c'est la première des choses à le faire parce que ça te permet de pouvoir créer, tester, se tromper. N'ayez pas peur de se tromper. Aujourd'hui, un système ne peut pas être résolu comme on dit, on fait pas Rome en un seul jour. Donc, le système est celui-là aujourd'hui. Si dans le processus d'un cycle de produit, il y a des POC, il y a des prototypes, des différentes phases de prototypes, parce que à ce point, on arrive à l'étape de comment on appelle ça, l'étape de la pré-série et de la série. Moi, aujourd'hui, j'ai une gamme qui est en ligne, qui est vendue au sein des entreprises. Mais j'ai commencé par un POC. Ensuite, j'ai suivi tous les cycles de vie d'un produit à ce qu'on puisse tester autre. Donc, voilà, je me suis trompé plusieurs fois parce que c'est un produit, c'est un métier, on se trompe, rien n'est parfait tout le temps, mais il faut avoir cette motivation et comment on appelle ça, cette ambition de réussir. Donc, ça, c'est les réalités du métier dont je parlerai. Mais en parlant ensuite des impacts. Les impacts aujourd'hui, dans ce que je fais, l'automatisation des industries, c'est que les tâches automatisées, vous comprenez, c'est le fait de pouvoir remplacer des tâches manuelles. Donc, des tâches manuelles. Aujourd'hui, par exemple, dans les industries, moi, j'ai été, par exemple, à Novasis, où on développait les préhenseurs. Je ne sais pas si certains connaissent préhenseurs. Préhenseur, c'est juste, comment on appelle ça, c'est une petite machine qui est développée, qui vient s'emboîter avec le système rotatif du robot, que nous, on appelle, de fois en jargon d'entreprise, on appelle ça bras de robot. Le bras de robot, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour attraper l'objet, moi, aujourd'hui, je ne sais pas si vous arrivez à me voir, j'attrape mon téléphone, c'est parce que j'ai des doigts qui me permet d'attraper l'objet. Mais le robot, lui, il a un système, il a les coudes, les articulations et tout, mais il ne sait pas comment peut-être attraper un carton. Et pour attraper un carton, la machine qui permettra de saisir ce carton-là ou l'objet de pouvoir le déplacer, ce qu'on appelle par préhenseur. Et moi, j'ai travaillé au sein de cette entreprise, Novasis, qui permettait de développer ces bras de robots qu'on appelle préhenseurs. Donc, les préhenseurs, ça permet de remplacer les tâches humaines dans les grands process. Et voilà, donc, par exemple, et en termes de gain de productivité, imaginons, je suis dans une entreprise où je dois développer c'est des entreprises avec lesquelles je travaille, c'est des entreprises en plasturgie. Donc, plasturgie, c'est développer des pièces qui sont intégrées dans les voitures, par exemple, des voitures Tesla et autres, dans des grandes entreprises. Par exemple, je prends l'entreprise roumaine qui développait, le projet, c'était pour développer une pièce qui devait être intégrée dans Tesla américain, là. Donc, voilà, ils ont plusieurs opérateurs dans les process, mais ils doivent suivre ce process-là. Imaginons si on prend 5 opérateurs, ils doivent suivre le process et autres. Mais si on prend un robot qui permet de pouvoir remplacer 4 opérateurs pour permettre à ce que la production, pour avoir un gain de productivité. Aujourd'hui, si je produisais 10, j'arrive à produire 100 en remplaçant un robot, donc on fait un gain de productivité. Les réductions des erreurs humaines, là, je parlerai plus, par exemple, de l'expérience en tant que vision industrielle. Vision industrielle, ça reprend carrément à cette précision-là. Aujourd'hui, j'ai une caméra. La caméra est au-dessus de la machine dont je parlais du client allemand, Delfingen. La caméra est tout au-dessus. J'ai un bocal avec des inserts. Des inserts, c'est comme des écrous, mais c'est différent des écrous, des inserts. Ils sont souvent introduits au niveau des pièces mécaniques, dans les pièces en plasturgie, les pièces plastiques qui sont développées au sein des entreprises de plasturgie en passant par des moules. Voilà, donc à travers cette caméra, ça me permet de pouvoir représenter où se trouve, de pouvoir envoyer des coordonnées dans l'espace en temps réel à la machine, de pouvoir dire oui, l'insert se trouve du côté droit et permettre à ce qu'on puisse avoir des coordonnées plus rapides. Et surtout, par exemple, je prends un autre exemple direct par rapport à l'entreprise où je suis, par exemple, la caméra. Aujourd'hui, moi, à l'œil nu, le poisson peut passer ou bien la crevette peut passer. J'aurais peut-être du mal à voir tous les brans pour dire que non, c'est un mâle, c'est une femelle. Mais avec la caméra et l'IA derrière,
les erreurs, la réduction des erreurs humaines est mise en place d'améliorer la précision et la répétabilité. C'est que avec on a l'impression de voir la même chose. Après, au bout d'un moment, on se fatigue. Mais avec l'IA et la caméra, il ne va pas se fatiguer tant que le processus fonctionne et on répond à ces normes. L'innovation technologique, aujourd'hui, c'est de pouvoir créer, comme on a dit, de créer des solutions combinant. Moi, aujourd'hui, par exemple, quand je parle de l'innovation, il arrive que des fois, dans certaines structures de ce qu'on sait faire, les gens mécatroniciens est censé tout le temps créer. Et quand on crée, on a l'impression de regrouper toutes ces disciplines-là, de l'électronique, de l'automatisme, de l'électronique et de l'électrotechnique, voilà, donc toutes ces informations-là. Et donc, en créant, on peut, comme je disais, on part d'une machine, le client vient avec le CDC c'est le cahier des charges, je te présente, voilà, moi j'ai ce cahier des charges, je vais que vous me développez une machine qui vient attraper ma pièce, qui vient prendre ma pièce au niveau à la sortie du moule. Donc, moule, c'est injecter les pièces plastiques et il va me déplacer la pièce. Ensuite, me ramène la pièce dans une station de contrôle que je développe aussi pour pouvoir faire tester. Donc, le client me vient avec son CDC. Il veut faire ça, mais il ne sait pas comment le faire. Donc, à partir de ce moment-là, moi, en tant que chef de projet, je mets en place une machine qui permet de pouvoir développer cette structure-là. Je prends l'objet du point A, je passe par des machines qui traversent, s'il y a des convoyeurs, autres, pour pouvoir mieux représenter. Donc, voilà, donc c'est pour cela, moi, je dirais de l'innovation technologique. Et moi, je pense que c'est aussi un point très important pour notre pays. Et pour terminer, je parlerai de l'impact environnemental. Pour moi, aujourd'hui, dans l'entreprise où j'ai été, par exemple, à Grenoble, annoncé, développer, l'entreprise où j'étais, c'était je peux dire, la première entreprise à développer un radiateur électrique intelligent en France. Ils étaient les leaders. Et ensuite, le radiateur électrique intelligent n'existait pas. Imaginons, on développe un radiateur, un produit ce qui impacte la société, qui impacte la France. Ils ont eu le brevet de ce produit, de leur produit. Et voilà, c'était un impact environnemental pour le pays, surtout aussi en parlant de l'environnement. Aujourd'hui, je suis aussi dans une entreprise où on parle ils veulent analyser via l'IA s'il s'agit des mâles ou des femelles d'un organisme vivant. Mais c'est une entreprise qui tue cet organisme vivant pour faire du bioaccumulateur. Le bioaccumulateur, c'est pour vérifier la qualité de l'eau. Parce que c'est ce produit-là, c'est cette espèce vivant-là qui est utilisée pour vérifier la qualité de l'eau en France. Donc, c'est un peu ces impacts environnementaux que moi, aujourd'hui, j'ai mis en effet, j'ai un peu parlé de cela. Et moi, je pense que dans ces différents types, par exemple, des impacts environnementaux, je pense que le Congo, ça peut être aussi très bénéfique au Congo. Aujourd'hui, j'ai voulu en parler dans le cadre des réseaux. Je vais terminer aussi sur le dernier point, l'architecture. Je pense que j'ai pris assez de temps. Ok, désolé. En parlant de l'architecture d'un système mécatronique, voilà le système mécatronique. Vous pouvez constater, on a des entrées. Donc là, j'ai utilisé un capteur laser de SICK. C'est un fournisseur avec lequel j'ai travaillé. Ensuite, un autre capteur toujours de SICK. Donc ça, c'est un capteur injectif. Là, le capteur injectif, ça, c'est un capteur laser. Vous pouvez voir, il y a plusieurs types de capteurs. On a des capteurs de mesure de température, faire remonter. On a même des capteurs de vision. Donc, des capteurs de vision, c'est des caméras qui permettent de pouvoir faire entrer, c'est des entrées système. On a ensuite des contrôles commandes. Contrôle commande, comme j'ai dit ici, on a des robots. Donc, ça, c'est un robot donc c'est un robot CR3A avec lequel j'ai travaillé quand j'étais à Novasis en apprenant même la programmation sur Dogo Studio. Ensuite, j'ai des automates. Ça, c'est un automate Siemens aussi avec lequel j'ai travaillé. Donc, S7200, c'est celui de Siemens. Et là, ça, c'est une puce ESP32 dont Marco venait de parler. C'est d'un microcontrôleur. C'est un microcontrôleur avec lequel, donc là, Marco venait tout à l'heure de vous présenter cela. Donc, c'est ça de la mécatronique. Ensuite, on parle de la mécatronique. Là, on sait qu'il y a l'IA embarqué. Pourquoi? Parce que s'ils ont ces données-là et que moi, en tant que l'IA embarqué, on peut appliquer l'IA, bon, là, ça, c'est juste des projets personnels que j'ai voulu un peu mettre en jeu. Par exemple, quand on parle Vision Pack, avec l'IA, ça me permet de faire la détection de défauts, cardio edge, analyse physiologique.
En parlant après de contrôle commande, on a toujours des préactionneurs. Pourquoi? Une fois qu'on a les entrées système, on veut commander des actionneurs, mais on doit passer par des préactionneurs. Les préactionneurs comme des distributeurs. Donc, on a des distributeurs. Pourquoi? Parce que moi, j'ai travaillé avec des préactionneurs beaucoup pneumatiques, actuellement un peu hydraulique aussi, avec lequel je travaille, que je suis dans le milieu aquatique. Donc, les pneumatiques, c'est qu'on a l'entrée de l'air, on arrive à commander des vérins. Donc, quand on parle pneumatique, n'oubliez pas que l'actionneur aussi doit être pneumatique, comme des vérins. Donc, dans les vérins, on a des vérins linéaires, des vérins rotatifs. Voilà. Donc, ensuite, on parle de l'électrique. On sait que pour contrôler comment on appelle un moteur électrique, soit tu as besoin d'un relais, si je suis un relais, ou tu as besoin d'un contacteur. Donc, si on est dans des systèmes à très faible courant, on peut utiliser des relais. Et on a plusieurs relais sur le marché, des petits relais statiques. On peut contrôler, comment on appelle ça? On peut même contrôler, on peut contrôler les moteurs à courant continu, plusieurs autres. J'ai juste oublié un autre point où on pouvait même ajouter aussi des variateurs de fréquence qui permettent aussi de contrôler les moteurs en faisant de PWM. En terminant sur les actionneurs, comme je disais, j'ai mis 2 images. Ça, c'est des vérins SMC. Ça, sont vérins SMC. Ça, c'est un moteur pour un client que j'ai pu retrouver ces images. Voilà, c'est des moteurs, c'est un moteur réducteur qui a été utilisé au niveau d'un convoyeur qu'on avait pour pouvoir venir contrôler le mouvement des convoyeurs, donc moteur réducteur. Donc, et ensuite, après ce contrôle-là, dans les systèmes, on a souvent de la supervision. On peut utiliser la supervision avec comment on appelle, juste un écran tactile, ou par exemple, avec ce que j'ai fait quand j'étais à Paris, par exemple, au niveau de l'automobile où je développais, mais je faisais du front-end. Front-end, donc, faisait remonter les données au niveau d'un écran. Aujourd'hui, par exemple, comme le PC, j'ai un écran où j'arrive à tout voir. Et donc, ça, avec des écrans tactiles, c'est très important. Mais l'image que je vous ai mis là, il s'agit d'un écran, mais il s'agit de Grafana. Grafana, pourquoi? Parce qu'avec Grafana, c'est nous, par exemple, quand j'étais à lancer, on faisait du Grafana qui faisait remonter toutes les données et tout ce qui fonctionne des radiateurs électriques intelligents dans tous les clients en France. Et à travers Grafana, c'est un peu de la supervision globale, contrôle données. Pardon? Ah, vous avez perdu le partage? Allô? Oui, là c'est bon. Vous avez perdu le partage? À quel moment? Depuis que tu parlais des vérins notamment. J'ai pas compris, Marco. Depuis que tu parlais des vérins notamment. Ah, ok. Donc, heureusement, justement, dans les vérins, ok. Juste là, non, je crois. Vérin. Oui, grossièrement depuis cette page. Ok, super, merci. Donc, juste les vérins. Bon, les vérins, comme je disais, c'est les vérins SMC, d'un client avec lequel, plutôt un fournisseur avec lequel je travaille énormément. Je le contactais même là, je l'ai contacté aussi récemment. Donc, ensuite, j'ai parlé de la supervision avec des écrans. Donc, aujourd'hui, dans plusieurs systèmes, on fait de la supervision avec des écrans. On peut avoir des écrans Siemens, tactiles ou des écrans chinois. Moi, par exemple, à l'époque, j'ai travaillé avec l'écran Claritech dans l'entreprise automobile qui me permettait de pouvoir faire de la supervision de tout ce qui se passe dans les véhicules à travers de la communication quand des véhicules, faire remonter toutes ces données et voir si aujourd'hui, par exemple, avec des nouveaux... Prenons l'exemple direct avec des nouvelles voitures sur le marché, par exemple avec des Tesla, je ne sais pas pour certains, vous voyez que l'interface elle est différente par rapport à des anciennes voitures Toyota qui utilisent au Congo. Aujourd'hui, l'interface elle est très différente. On peut avoir plusieurs approches. Donc, voilà, c'est avec des écrans tactiles et des écrans, surtout, faisons aussi de la SCADA au niveau de l'entreprise qui permet de pouvoir contrôler tout ce qui se passe dans les process. Aujourd'hui, pour ceux qui sont, par exemple, dans les process industrialisés en agronomie, et pour pouvoir contrôler une machine en faisant la méthode industrielle, vous arrivez, il y a un tableau, un grand tableau, peut-être de 80 pouces, qui permet de pouvoir savoir
quelle telle cuve présente un problème, telle cuve ne présente pas un problème, c'est carrément de SCADA. Et je parle ensuite de Grafana. Grafana, pour certains, comme je disais, Grafana, c'est comme un contrôle de données. C'est-à-dire, avec nous, moi, par exemple, quand j'étais en tant qu'ingénieur en support assistant embarqué à Grenoble, à Lancey, ils avaient Grafana pour pouvoir contrôler tout ce qui se passe au niveau de leur produit, qui est le radiateur électrique intelligent qui était déployé dans toute la France. Et ça faisait remonter des données, et ces données étaient très importantes, d'où au fur et à mesure, on avait toujours des ponts aussi à travailler sur les Grafana, voir comment ça devait se passer. Donc voilà un peu l'architecture d'un système mécatronique que j'ai voulu mettre en lumière ici sur ce point. Donc merci pour ce temps que vous m'avez accordé afin que vous m'écoutiez. Donc c'était une illustration de ce que je pouvais en dire en plus pour le métier d'ingénieur mécatronicien. Merci. Merci ingénieur Rodel pour votre intervention. À présent, nous allons parler avec l'ingénieur Marcelino.